Philippe Toison, je suis avocat depuis maintenant 33 ou 34 ans. Je suis dans un cabinet Toison et Associés où on est une douzaine d'avocats. Et fort heureusement, je n'ai pas pour activité principale de ne traiter que le sujet que je vais traiter devant vous parce que, en particulier en matière chimique, les accidents graves existent. J'essaierai de vous démontrer combien ils sont coûteux en termes humains, en termes environnementaux, combien ils sont aussi importants pour permettre de développer petit à petit la réglementation, mais des accidents graves chimiques sont forcément rares et autant dans mon cabinet, je traite beaucoup de maladies professionnelles, je traite des accidents, je traite des expositions plus ou moins graves, etc. Je fais aussi, et de plus en plus, beaucoup de prévention, mais je ne traite pas que les accidents graves. En réalité, de toute ma carrière, ce qu'on appelle un accident grave chimique, qui souvent prend la forme d'une explosion, j'en ai connu qu'un seul. J'étais, pas vous donner le nom, mais vous le comprendrez facilement, l'avocat de l'électricien dont les lignes passaient au-dessus du site d'AZF, et quand est survenue l'explosion d'AZF, qu'on connaît tous, qui nous a tous fortement marqués, qui a eu à la fois un bilan humain très lourd, 30 morts, mais peut-être que comme vous ce matin, j'ai regardé banalement mon petit tableau de bord sur le Covid et je me suis dit, tiens, hier que 144 morts, ça va, c'est pas trop mauvais. Donc c'est à la fois un accident excessivement grave et c'est un accident qu'il faut relativiser, mais quand est survenue cette explosion, plusieurs dizaines, probablement 200 enquêteurs ont été nommés, ont commencé des investigations, notamment pénales lourdes. On est parti dans la recherche de la cause de cette explosion. Ils ont tout cherché. Et en particulier, puisqu'il y avait des lignes à haute et à très haute tension qui passaient pas trop loin, se sont posé la question si ce n'était pas l'interférence des installations électriques avec un stock de produits chimiques qui aurait pu faire un arc électrique qui lui-même aurait pu provoquer une explosion. Cette instruction a été relativement longue, elle a duré 2 ans, 3 ans. On a travaillé activement avec des enquêteurs, avec la police scientifique, ils ont fait un nombre d'hypothèses absolument incroyables et pour finir, ils ont fini par conclure sur le vrai, le seul, le bon partenaire, et je fais de l'humour et je m'en excuse, des graves accidents chimiques qui est le nitrate d'ammonium qui avait explosé. Et ce nitrate d'ammonium, on le connaissait depuis longtemps. Ce site-là avait déjà fait l'objet, j'y reviendrai, de beaucoup d'instructions, d'investigations, de rapports, de POI, de CHSCT extraordinaires, mais on n'a pas pu empêcher cette explosion et pourtant on la connaissait. Et les premières grandes explosions chimiques dans les années 20, c'était déjà ce nitrate d'ammonium. Et rappelez-vous, l'été dernier, on en a tous de nouveau entendu parler, parce que ça a été Beyrouth, et quand je dis ça a été Beyrouth, ça a été, d'après le dernier bilan officiel, 207 morts. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, je ne peux pas vous dire. Ça a été 6500 blessés d'après le gouvernement, et de nouveau, on a l'impression que, certes pas en France, certes dans un pays où ça pose un certain nombre de difficultés, d'organisation, de contrôle, on n'a rien appris ou pas appris grand-chose, qu'une des théories les plus importantes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, qui est la théorie des dominos, qui est qu'on fait en sorte que quand on a un premier sinistre sur un site, il ne puisse pas immédiatement se propager sur un deuxième, n'a pas joué, puisque
le bâtiment où était stocké à Beyrouth du nitrate d'ammonium qui a explosé était le deuxième bâtiment qui a pris feu. À côté de ça, comme avocat, je traite beaucoup de dossiers au pénal. Et je traite un certain nombre de dossiers au pénal qui ont une incidence directe par rapport à des produits chimiques ou des produits équivalents. Et qui concernent ce que vous avez fait depuis ce matin, ce que vous faites tous les jours dans vos entreprises, les vrais risques. Je vais bien entendu vous parler des risques d'explosion, des risques d'accidents graves, mais les vrais risques, ce sont les accidents chroniques. Dans le même temps, j'ai commencé 2 dossiers au pénal, un en matière criminelle, l'autre en matière délictuelle, en matière d'amiante, du fait de personnes décédées du fait de l'exposition à l'amiante. Et je peux me permettre devant vous de me parler d'amiante alors que nous parlons de produits chimiques, puisque les juristes, et j'en suis, sont de piètres chimistes et que les rédacteurs du Code du travail n'ont pas hésité à mettre l'amiante, qui est une roche, tout ce qu'il y a de plus naturel, mais dans la catégorie des produits chimiques. Et nous, les juristes, on n'en est pas à une telle imprécision près, on en a beaucoup d'autres. Mais ça vous démontre aussi, alors que je parle à des gens qui sont plus des préventeurs, qui sont plus des gens qui connaissent et qui sont des vrais chimistes, la difficulté que nous, on a à nous adapter aux scientifiques et aux chimistes, et que vous, qui êtes sur le terrain, avez à vous adapter à la logique des magistrats, des enquêteurs, des avocats, qui sont là aussi pour vous faire rentrer dans leur monde. Les 2 instructions dont je vous parle, qui ont commencé en 96 et 98, concernaient des décès, un dans les Landes, 2 dans les Landes plutôt, un au Havre, pour des questions d'exposition à l'amiante. Et de savoir si l'exposition sur le lieu de travail était à l'origine de ces décès ou pas. Le mois dernier, donc en avril 2021, est enfin devenue définitive, dans ces 2 dossiers, une ordonnance de non-lieu. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'un accident, il ne s'agissait pas d'une explosion, il s'agissait d'une exposition chronique tout à fait ordinaire. Et là, il a fallu plus de 20 ans. C'est pour ça que le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, les explosions ou les accidents graves, nous marque. Si je faisais un sondage et que je demandais dans la salle ici, Seveso, combien de morts? Je vous pose la question. Réponse, 0. Et fort heureusement. Le rapport de l'ARIA parle d'un certain nombre d'animaux tués et de sols contaminés. Pour autant, si j'étais aujourd'hui directeur de la communication de la ville de Seveso, il ne s'agit pas d'une entreprise mais d'une ville, c'est plus compliqué, mais le premier conseil que je leur donnerais, c'est commencer par changer le nom de votre ville, parce que dans tous les pays d'Europe, votre lieu est associé à ce qu'on considère être une explosion dramatique, et ça a été en termes de communication une explosion dramatique. Il y a eu, c'était en 1976, une explosion, un certain nombre de produits chimiques qui ont été libérés dans l'atmosphère, un certain nombre de gens qui ont eu des gènes, qui respiraient mal, et pour autant, c'est devenu un scandale extraordinaire. Et c'est devenu un scandale extraordinaire qui a permis une véritable réaction de la communauté européenne pour une raison. Les exploitants du site ont mis 15 jours à dire que le produit qui s'était libéré était de la dioxine. Il y a eu des conséquences économiques importantes.
on parle de 200 millions d'euros. Il y a eu 500 ou 600 hectares de terre qui ont dû être traités en profondeur et dépollués sur une épaisseur de 50 à 60 cm. C'est un drame important. Ce n'est pas en soi un drame considérable. Quand on remonte dans le temps et qu'on essaie de voir quel a été, et c'est odieux comme démarche, mais allons-y, l'accident qui a le plus marqué l'opinion mondiale et qui est apparu ou dont le bilan humain a été le plus lourd. On tombe très vraisemblablement sur l'explosion qu'il y a eu en Inde à Bhopal. Le nom de la société, elle a changé plusieurs fois de nom depuis, mais tout le monde se souvient encore du nom d'Union Carbide. Cette explosion en Inde a fait officiellement plus de 3000 victimes. Et là, Beyrouth, c'est fort heureusement 10 fois moins. C'est quelque chose de totalement catastrophique et certains rapports non officiels parlent de 20 000, 30 000, 40 000 morts. Ce qui s'est passé à Bhopal, une fois de plus, c'est une explosion qui a eu avec un nuage toxique important et qui a eu des conséquences mondiales en termes de prise de conscience importants. Et c'est, en 82, probablement, encore aujourd'hui, le drame le plus important. Quel a été le traitement judiciaire de Bhopal? Les autorités françaises n'avaient bien entendu rien à voir dans Bhopal, puisque ça s'est survenu en Inde. Il y a eu 7 personnes qui ont été condamnées à 2 ans d'emprisonnement. La procédure indienne est très différente de la procédure française, mais un procès est parti là-bas. Dans un premier temps, ce procès est parti pour homicide, comprenez si on devait traduire en France pour meurtre. Petit à petit, ça a été déqualifié et ça a été qualifié en ce que les Indiens appellent homicide par négligence. Ça correspond à notre homicide involontaire en France. Ça correspond à la violation d'une obligation réglementaire. Et les peines de prison qui ont été prononcées de 2 ans étaient légères et étaient d'ailleurs assorties de mesures permettant de ne pas effectuer réellement la peine. Qu'est-ce qui s'est passé pour, par contre, des réparations financières et des enjeux financiers importants sur Bhopal, puisque officiellement, le coût d'indemnisation des victimes serait revenu à Union Carbide à 378 millions d'euros. Parlons maintenant d'AZF. Là, nous sommes en France. On a une explosion importante. Pour l'avoir vécu comme avocat d'une des parties éventuellement responsables, une débauche d'enquêteurs, de commissions d'enquête, d'experts, de contre-experts. Il s'est dit, ou dans les articles de presse que je reprenais pour préparer mon intervention, il est dit qu'au bout, dans la presse, dans Le Monde, il est dit qu'au bout d'1 mois et demi d'enquête, il y aurait, nous dit le journaliste, entre 9 000 et 15 000 procès-verbaux dans le dossier de l'instruction. Autrement dit, on a mis des moyens absolument considérables pour comprendre ce qui se passait. On a mené, il y a eu une vingtaine d'entreprises qui étaient potentiellement responsables, de voisins, de producteurs d'énergie, de gens qui auraient eu une coactivité, etc. Une seule entreprise, Grande Paroisse, a été renvoyée
devant le tribunal. Les peines qui ont été prononcées, c'est contre grande paroisse 225 000 €. Et excusez-moi d'être totalement cynique, et je ne le pense pas, rassurez-vous, mais à ce prix-là, on pourrait se payer des explosions plus souvent. La peine de prison qu'a eu le directeur du site, et le directeur technique, et on pourrait discuter à l'infini de savoir si, parce que c'est tombé sur ce mec-là par le jeu des délégations de pouvoir, si c'est moral, pas moral, tout ce qu'on veut. Toujours est-il qu'il a eu une condamnation significative, mais il a eu une condamnation à 15 mois avec sursis. Ce qu'on a pour n'importe quel accident mortel par une machine qui ne fonctionne pas ou par un chauffard. Et, par contre, coût pour le groupe Total, qui n'a pas eu de condamnation pénale, mais coût de l'ensemble des réparations, 2 milliards. L'avocat pénaliste que je suis vous dit donc que, 1, c'est heureusement des événements qui ne sont pas fréquents. 2, ce sont d'abord et avant tout des événements qui ont ou qui peuvent avoir un coût humain, un coût environnemental, un coût économique absolument considérable et qui peuvent véritablement détruire des entreprises, d'abord et avant tout en tuant leurs salariés ou des riverains, mais aussi en les détruisant économiquement, mais qu'en termes de la responsabilité pénale, ce n'est probablement pas les sinistres les plus importants. Quels sont, je vous ai parlé de Beyrouth, quels sont les sinistres les plus importants que nous ayons eu à connaître en France ces dernières années? Un premier, alors là vous allez être très étonné que je vous en parle et je ne devrais pas vous en parler. Parce qu'on se demande ce que vient faire le risque chimique là-dedans. C'est l'incendie de Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame a été, on sera tous d'accord là-dessus, dans cette pièce ou derrière cette caméra, l'incendie de Notre-Dame a été, au niveau du patrimoine, une perte inestimable. L'incendie n'a pas fait peur aux gens. La diffusion du plomb qui était dans la charpente continue à apparaître comme un problème majeur de santé publique. Il a justifié des dizaines d'heures d'émission. Cette diffusion a justifié la fermeture d'écoles. D'après certains articles de presse, ce n'est pas vérifié, ça a justifié 900 consultations en psychiatrie ou en psychologie sur des gens qui avaient terriblement peur pour la vie, la leur et encore plus celle de leurs enfants. Et possiblement ce qu'on en retiendra, c'est ce risque de plomb. Notre événement important qui concerne là un incendie des produits chimiques, Lubrizol. Lubrizol, je ne peux pas vous dire ce que sera l'issue pénale, parce que je ne le sais pas, parce que même si ces dossiers-là sont jugés plutôt plus vite que des dossiers d'exposition ou de contamination ou d'interférence entre des produits chimiques qui sont techniquement infiniment plus complexes, il faut quand même quelques années, et pour l'instant, on en est loin. Lubrizol a un retentissement national majeur. On n'a pas encore de solution judiciaire, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a déjà aggravé les textes. Je suis sûr que les gens qui nous accueillent, des gens de Quarks, doivent se réjouir terriblement. Et vous avez raison de Lubrizol, je fais de l'humour, parce que là, ça va permettre de renforcer toutes les règles. Il va falloir avoir des stocks plus précis, une meilleure communication, plus de contrôle avec l'Adréal. Et il n'y a pas que Quartz qui va s'en réjouir, je m'en réjouis aussi parce que j'accompagne aussi les entreprises quand il y a des contrôles qui se passent mal. Donc Lubrizol est une bénédiction, j'arrête. Lubrizol, c'est, ou ça aurait été il y a 5 ans ou il y a 10 ans, un grave incendie.
Et c'était un grave incendie. Ça n'aurait pas forcément été immédiatement une enquête pénale. Mais comme tout le monde a fait des enquêtes, le gouvernement a nommé sa commission d'enquête. Le Sénat a nommé sa commission d'enquête et demandant des préconisations pour que ça ne puisse pas se reproduire. L'Assemblée nationale l'a fait. L'ensemble des autorités de contrôle européennes et françaises l'ont fait. Alors la justice, il fallait bien quand même qu'elle agisse, elle a ouvert une instruction. En général, c'est pas compliqué, on commence par ouvrir pour homicide involontaire. Coup de chance extraordinaire et tant mieux, 0 victime. C'est pas grave, quand c'est comme ça, on a blessure involontaire. Selon que c'est sur l'article 222-19 alinéa 1 ou alinéa 2 que c'est aggravé ou pas, on encourt des peines de 3 ou de 5 ans de prison et tout l'arsenal judiciaire peut être utilisé, mais dans le cas de Lubrizol, on a 9 personnes qui sont passées à l'hôpital pour un maximum de 7 jours. Aucun d'eux ne rentre dans la définition de blessure involontaire ayant entraîné une incapacité permanente partielle de travail de 3 mois, ce qui justifie d'une véritable enquête, et tout au plus la blessure involontaire ayant entraîné une ITT inférieure à 1 semaine constitue une contravention, je crois, de 3e classe ou de 4e, il faudrait vérifier, passible soit de 40 €, soit de 190 €, mais c'était quand même pas à la hauteur de cet événement exceptionnel. Alors, on a ouvert sur la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Et dans la multitude des textes qu'il y a concernant un site industriel, on trouvera bien un texte qui n'a pas été respecté. On a ouvert cette instruction sur la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, en disant, ok, certes, et fort heureusement, il n'y a pas eu de conséquences pénales, il n'y a pas eu de conséquences humaines importantes, mais on ne peut pas rester les bras croisés. La réponse judiciaire est dans la plupart des pays, en termes pénals, est faible. Et à la limite, ne nécessite pas de prendre en elle-même des précautions énormes. L'atteinte à la vie, l'atteinte à l'environnement, l'atteinte à l'économie justifie beaucoup plus de prendre ces mesures. Et dans ces drames dont je vous parle, la réparation coûte infiniment plus cher que le pénal. Alors, ces graves accidents, ils ont eu un autre mérite. Et le mérite, c'est de permettre à la réglementation d'évoluer. Je vous parlais de Seveso. De façon assez freudienne, Seveso est intervenu le jour, c'était en 1900, je ne sais plus, c'était en 1976, le jour où le directeur de l'usine à Seveso a révélé à la presse que c'était bien du dioxine qui était utilisé dans son usine, correspond, par le plus grand des hasards, au jour où, en France, la loi de 1976 sur les installations classées a été promulguée. Et la loi de 1976, avant même les directives Seveso, avec son pendant qui est une administration étatique qui dépend des préfets, c'était l'ADRIR, c'est devenu l'EDREAL, c'est la volonté aussi de contrôler, de soumettre à tout un corpus de règles les établissements les plus dangereux. Alors à l'époque, on ne les appelait pas Seveso haut, Seveso bas. On a, et vous le connaissez tous, la nomenclature de la loi de 1976 qui oblige à
faire des analyses, qui oblige à évaluer les risques que présente un site et en fonction de la nomenclature, à soit faire une déclaration, soit aller chercher une autorisation. Dès ce moment-là, la réglementation existe. Mais en même temps qu'apparu Seveso, est apparu au niveau européen une véritable mobilisation dans le sujet qui nous préoccupe, qui est le risque chimique. L'Europe a toujours été moteur. Pour l'ensemble des expositions, des évaluations, c'est une directive communautaire de 1989 qui a donné en France la loi du 31 décembre 1991, qui a donné l'article à l'époque L230-1 du Code du travail, qui sont les fameux principes généraux de prévention. Et dans chaque unité de travail, dans chaque lieu de travail, le texte communautaire, repris dans le Code du travail français, a posé comme pierre angulaire de la sécurité la prévention et l'analyse préalable. S'en suivront le document unique, etc., etc., mais c'était une impulsion européenne. Ce drame qui est survenu le 16 juillet 2016 à Seveso a surtout donné la directive Seveso. Après la directive 1, après, au rythme des drames et des retours d'expérience, on a eu Seveso 2, on a eu Seveso 3, mais il y a eu la volonté d'appliquer les mêmes principes. Et on a, à partir de Seveso 1, vraiment les prémices d'une réglementation, avec pour objectif, je cite, améliorer la prévention des accidents via, et on en revient à notre activité, via la notification détaillée des substances intervenant dans l'activité industrielle et de limiter les conséquences de ces accidents au travers de la communication d'informations. Les premiers enseignements qu'on tire de ce drame, les choses vont, vous verrez, devenir de plus en plus sophistiquées, mais c'est 1. Je dois connaître précisément ce que j'ai et le notifier aux autorités. Ça deviendra plus tard, je dois avoir un POI, mon plan d'organisation interne, et des autorités doivent avoir leur plan et on doit s'être concerté avant. Et la communication d'informations devient quelque chose d'absolument primordial. Ça va être AZF qui fait que la réglementation chez nous va énormément évoluer. Et que, après Seveso 1, en France, c'est pareil en matière de terrorisme, c'est pareil dans des tas de domaines, quand on a un drame qui marque l'opinion, il faut durcir la réglementation. Et la justice n'arrive que dans un deuxième temps pour dire, de toute façon, la réglementation précédente était à ce point complexe qu'il y a bien une disposition qui n'a pas été respectée et que je condamne parce que la réglementation précédente n'a pas été respectée. Pour autant, on dit jamais, ou on dit aussi qu'on va durcir les contrôles, etc., mais on a besoin d'une nouvelle réglementation. La nouvelle réglementation, ça a été, après AZF, la loi Bachelot du 30 juillet 2003. Je ne vous dirai pas que c'était de l'art, ce serait un peu facile, mais elle a introduit les plans de prévention des risques technologiques qui sont une véritable obligation de prévoir, d'anticiper, de faire des scénarios, etc. Et elle a, premièrement, deuxièmement, elle a introduit quelque chose d'important qui est, pour les sites les plus dangereux, l'aspect assurantiel et l'assurance obligatoire. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces accidents, ils coûtaient surtout cher en termes de responsabilité civile.
Et à chaque fois qu'un industriel ne peut pas payer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit le dommage à l'environnement devient définitif et ne peut pas être réparé, de même que les dommages aux personnes, qu'elles soient décédées ou blessées, ou que c'est à la collectivité de payer à la place des responsables. Comme cela n'était pas supportable, il a été créé un système assurantiel obligatoire. Et de nombreuses voix se sont élevées à l'époque et continuent de s'élever en disant que la contrepartie, c'est qu'il ne faut pas créer une immunité totale pour les entreprises, parce que si ça ne coûte pas grand-chose au pénal et que sur le plan civil on est assuré, l'idée, pas seulement française, l'idée dans tous les pays du monde que c'est la peur du gendarme et la peur de l'amende, la peur du coup qui fait qu'on est vertueux est ébranlée. Et un certain nombre de gens disent qu'il faut durcir les peines. En tout cas, en 2003, la loi Bachelot s'intéresse à cet aspect assurantiel et elle s'intéresse également au risque technologique, en obligeant, notamment par les PPRT, à, d'une part, analyser son propre site, d'autre part, analyser les conséquences de la coexistence de votre activité avec les riverains de votre site industriel ou éventuellement avec les autres sites industriels. Et à partir de ce moment-là, la grande évolution, c'est d'aller vers la concertation et l'analyse des interférences que l'on a avec autrui. Et ça va même être le cas des dossiers qu'on doit faire vis-à-vis de l'Adréal ou du préfet pour pouvoir avoir un agrément, une autorisation, etc. Ça va être le cas également en ce qui concerne le rôle des CHSCT, qui sont joués maintenant, vous le savez, par les CSE, et on va introduire quelque chose qui existait déjà pour la construction dans les immeubles de bâtiments et de génie civil, qui sont des collèges interentreprises, qui est de dire que le CHSCT, qui traditionnellement était une émanation du comité d'entreprise devenu CSE, et donc qui n'avait à connaître que de ce qui se passe dans sa propre entreprise. Il y a eu une première évolution très importante avec le décret du 20 février 1992 sur tout ce qui est la coactivité, des plans de prévention des risques, qui fait que quand quelqu'un d'autre rentrait dans votre entreprise, alors chacun des employeurs restait responsable de la sécurité de ses propres salariés, mais vous deviez gérer les interférences. Après la loi Bachelot, pour les sites Céveso, on fait évoluer les CHSCT et au moins une fois par an, le CHSCT de l'entreprise dite d'accueil doit accueillir des représentants des CHSCT de l'ensemble des entreprises qui travaillent sur le même site. Et on créera par la suite un collège interentreprises où deux CHSCT de sites à risque doivent échanger entre eux. Et inutile de vous dire que ce qui est vrai au niveau des CHSCT l'est également au niveau des chefs d'entreprise et doivent essayer de voir où sont les risques liés à l'interférence. Et on est dans le cœur de l'évolution majeure par rapport aux accidents lourds et graves. Quand est-ce qu'ils surviennent? Soit quand on a un événement climatique extérieur imprévu. Si je vous reposais de nouveau une question, et si je vous disais Fukushima, combien de morts? Vous me diriez combien? Alors, je vais répondre. C'est une question piège. Le tsunami, semble-t-il,
environ 22 500. Pourtant, l'histoire ne retiendra pas Fukushima pour le tsunami. L'histoire retiendra Fukushima pour l'accident de radioactivité. La radioactivité, combien de morts? Pour l'instant, d'après ce que nous disent les autorités japonaises dans les articles que j'ai lus, je ne suis pas le porte-parole des autorités japonaises, il y a des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles concernant entre 2 et 4 salariés. Alors on peut dire deux choses. Soit on peut dire, et c'est presque une opinion politique, et je ne dis pas du tout que j'ai raison, je fais les deux hypothèses. Il y a des gens qui vous disent, et c'est vrai, l'accident de la centrale est terrifiant, n'a pas fait de mort, mais a des conséquences environnementales terrifiantes. Des milliers, on n'est pas sur des centaines, mais sur des milliers ou des dizaines de milliers d'hectares ne seront plus exploitables pendant très longtemps. Je crois qu'on a parlé de 600 000 personnes qui ont été déplacées. C'est à la fois infiniment moins grave, la vie humaine c'est quand même ce qu'il y a de plus sacré que les 22 500 morts qu'il y a eu, mais c'est infiniment plus choquant que le reste. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur Fukushima? On est passé très très près d'une fusion du cœur du réacteur qui aurait pu être bien plus dramatique. Elle n'est pas survenue. Et selon que vous êtes pro ou anti-nucléaire, vous direz que la centrale a tenu, ce qui veut dire que même dans les conditions extrêmes d'un tsunami dont on ne pouvait pas penser qu'il puisse être aussi violent, elle a tenu, ou d'autres diront qu'on a joué avec le feu. Quelles conséquences ça a en France? On s'est dit que les circonstances climatiques exceptionnelles n'avaient pas été suffisamment prises en compte au Japon et donc elles ne l'avaient pas non plus suffisamment été prises en compte en France. L'autorité de sûreté nucléaire, suite à l'accident de Fukushima, oblige sur l'ensemble des réacteurs du parc nucléaire français, à des travaux d'amélioration, de sécurisation, ce que EDF appelle le grand carénage, qui a aussi pour but de prolonger la vie de ces centrales. Il n'y a pas que le post-Fukushima stricto sensus, mais on parle d'un coût de 50 milliards pour le parc nucléaire français. Et notamment, il y a eu un vrai problème lors du drame de Fukushima et il a failli y avoir une fusion du cœur nucléaire de la centrale parce que les moteurs de secours qui devaient permettre de faire marcher les pompes, qui devaient permettre de refroidir le cœur nucléaire, n'ont pas démarré. Et dans toutes les centrales françaises, l'autorité de sûreté nucléaire impose à EDF de multiplier ces groupes de secours, de multiplier les parades et d'améliorer la sécurité. Ces grands accidents, ils servent d'abord et avant tout à augmenter et à faire en sorte que l'impératif de sécurité soit de plus en plus prégnant, et ce, en appliquant les mêmes principes que pour les petites expositions qui ont lieu dans une paillasse ou dans un laboratoire. Principe de prévention, principe de gestion des interférences, principe d'anticipation, et en particulier, tout site Seveso se doit d'avoir un POI, un plan d'opération interne, qui doit permettre d'intervenir immédiatement et de savoir comment on intervient en cas de drame. Je vais vous parler d'un dossier que j'ai en cours actuellement. Alors fort heureusement, ce n'est pas une énorme explosion, ce n'est même pas une explosion du tout. C'est un dossier assez dramatique dans lequel il y a eu un mort. On est sur un site industriel français, qu'importe lequel.
on a un système de récupération des fumées qui doivent être traités par un certain nombre de processus de dénox, etc., avant que les fumées soient renvoyées dans l'air. Survient dans un système de traitement de ces fumées un bourrage. On décide d'intervenir et de faire intervenir une entreprise prestataire pour faire un nettoyage de l'installation parce qu'il y avait une accumulation de poussière trop importante, lesquelles poussières pouvaient contenir un gentil cocktail. Je crois qu'il y a 12 CMR différents qui étaient potentiellement dans ces poussières. Une intervention est décidée et un ouvrier, à partir d'une trappe, un trou d'homme, qui n'est pas fait normalement pour passer, mais devait passer un tuyau pour aspirer les poussières. Il est laissé tout seul avec son tuyau, il aspire les poussières. À un moment donné, quelqu'un passe, se rend compte que l'ouvrier n'est plus là, se rend compte qu'il est rentré dans le local où il ne devait pas rentrer, qu'entre-temps, en plus, un certain nombre de poussières se sont décrochées et qu'il semble enfoui sous les poussières. Les gens du site veulent appeler immédiatement les secours et, par un heureux ou malheureux, je ne sais pas ce qu'il faut dire, hasard de circonstances, le SAMU est sur un site voisin à 200 mètres avec les pompiers et les gens qui voient les secours appellent immédiatement les pompiers en disant « Venez chez nous, il y a plus grave ». Ils viennent, ils voient que le gars est à l'intérieur, ils s'équipent comme ils s'équipent pour une intervention normale sans tenir compte des risques particuliers d'exposition à des CMR. Ils vont pour récupérer le gars qui malheureusement entre-temps était mort et commence une instruction dans laquelle je représente le directeur de site. Cette instruction est ouverte sur deux choses. Homicide involontaire, puisqu'il y a eu un mort. Mise en danger délibérée de la vie d'autrui, en ce qui concerne les pompiers, le médecin du SAMU et des gendarmes. La raison pour laquelle la responsabilité du chef de site est recherchée. Vous avez fait un POI. Ce POI prévoit la façon dont doivent être organisés les secours. Et effectivement, dans le POI, on prévient plutôt une unité spécialisée. Ils savent exactement le type de masque qu'ils doivent mettre, le délai dans lequel ils peuvent rentrer dans un local et les précautions à prendre. Ici, ce qui est reproché au chef de site, c'est que les secours n'ont pas été appelés conformément au POI, comme par ce hasard extraordinaire, les pompiers et les médecins étaient déjà sur place. Les gens du site n'ont pas pensé, alors que quelqu'un dans leur logique était en train de mourir, qu'il fallait commencer par aller reprendre le manuel, voir comment on appelait les secours, appeler les gens au service départemental, qui auraient appelé les gens au service local, qui auraient envoyé les bonnes personnes qui auraient su s'habiller, puisqu'il y avait manifestement urgence et malgré l'intervention rapide, le gars est mort étouffé. Pour le juge d'instruction, l'homicide involontaire, c'est la routine. Je ne dis pas qu'il ne le traite pas, je ne dis pas qu'il ne prend pas en considération, mais l'intérêt de ce dossier, c'est le non-respect du POI. Et pour le chef d'entreprise qui était en vacances ou qui était en tout cas pas sur son site le jour où l'accident survient, ça peut paraître quelque chose de très injuste. Parce que, oui, ces gars étaient formés. Et il y a tout un volet qui dit qu'il faut non seulement avoir un plan, mais qu'il faut former. Oui, ces gars ont probablement eu un mauvais réflexe en appelant directement les pompiers, mais je pense et j'espère, en tout cas, il est probable que même dans cette salle ou derrière cette caméra, la plupart des gens, face à l'urgence, auraient eu le même réflexe. Tout ça pour vous dire que, oui,
Des accidents graves, ça peut exister. Oui, quand on travaille dans un site qui est un site Seveso, et en particulier Seveso eau, on a tout un corpus de règles qui est aggravé. On a, je vous le disais, un CHSCT qui est élargi. On a des membres d'ex-CHSCT maintenant au sein du CSE qui ont 30% d'heures de plus de délégation. On a un certain nombre de dispositions qui fait que, en particulier au regard du risque chimique, il faut avoir une rigueur décuplée. Il faut respecter l'ensemble de la réglementation. Et je commençais par vous dire que, fort heureusement, ce type d'accident grave était rare, mais rare c'est encore beaucoup trop souvent. On peut disserter à l'infini en parlant, et j'ai commencé par ce parallèle, je vais terminer par ce parallèle entre AZF et Beyrouth. Le site d'AZF, pour le coup j'ai eu accès au dossier de l'instruction, puis il y a 20 ans, je peux juste en dire, le site d'AZF était un site autorisé. Le site d'AZF était régulièrement inspecté par l'ADRIR. Il y avait une organisation et il a fallu 2 ans ou 3 ans pour faire des hypothèses, qui ne sont encore que des hypothèses, sauf que quand la justice décide qu'une hypothèse devient une vérité, c'est une vérité judiciaire, mais pour vous qui êtes scientifique, c'est un peu plus compliqué quand même. Mais toute cette réglementation n'a pas empêché ce drame. Et fort heureusement, dans AZF, on n'a pas eu non plus d'effet domino. Alors certains disent que c'est parce que par rapport au bâtiment qui a explosé, les bâtiments qui étaient avant les autres sites industriels qui, eux, ont été soufflés, ont permis d'éviter l'effet domino. Les dirigeants de grandes paroisses ont dit que cet effet domino a été évité parce que, et c'était dans les plans fort heureusement pour eux, il y avait ces bâtiments qui protégeaient les uns des autres. Ce qu'on sait dans le drame de Beyrouth, dont je ne connais rien du dossier de l'instruction, mais que ce que j'ai lu dans la presse, c'est que c'est la deuxième explosion qui a tué tout le monde, et que cette deuxième explosion, elle a été rendue possible parce que, semble-t-il, c'était des produits passifs, stockés là, parce qu'on ne savait pas pourquoi ils devaient y être. Et cette leçon doit être suivie, puisque dans la plupart de nos entreprises, les drames n'interviennent jamais sur le process le plus important des produits qu'on utilise le plus. C'est souvent l'interférence, le mélange, l'humidification, l'aération de produits dont on s'occupe moins qui provoquent les drames. Ce qu'on sait aussi, sans faire de politique, c'est que le drame de Beyrouth a eu pour conséquence, dans un État qui manifestement n'était pas déjà dans un État démocratique exceptionnel, mais de remettre en cause toute la société économique et politique libanaise. Il y a eu 230 morts, ce n'est pas du tout anormal. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a ces sites industriels ou qu'on participe à la sécurisation de ces sites industriels, on a une véritable obligation qui est à tout le moins de respecter scrupuleusement la réglementation. Ça serait trop facile pour l'avocat que je suis de vous dire que même en respectant scrupuleusement, vous ne serez pas condamné ou que votre entreprise ne le sera pas. Il y a des enjeux environnementaux importants. Et je vais terminer par là. Il y a des enjeux en termes de risque d'explosion, d'accidents majeurs. Il y a d'abord partout et d'abord et avant tout des risques en matière d'exposition chronique, de pollution de l'eau, de pollution de l'air. Je vous disais que Fukushima a fait 22 500 morts. Je commençais par l'amiante. Encore aujourd'hui,
on est dans une décroissance forte et heureusement des chiffres, mais l'amiante, qui a un effet important avec le temps de latence, continue à faire 2000 morts par an. D'après le site de Santé publique France, les particules fines, tous les ans, font 40 000 morts par an en France, et la dioxine d'azote, tous les ans, fait 7 000 morts en France. Le respect, la réglementation impose une vigilance pour éviter les explosions, pour éviter les phénomènes absolument dramatiques et qui sont répercutés par la presse, et fort heureusement, et ces phénomènes ne devraient pas être rares, ils ne devraient jamais exister, c'est le respect de la même réglementation qui évite des drames bien plus fréquents, qui coûtent bien plus cher en termes humains, qui coûtent bien plus cher en termes environnementaux, et la prévention des accidents graves, le respect de Seveso 1, de Seveso 2, de Seveso 3 est important, mais ça doit aussi servir à la prohibition ou à la diminution des expositions chroniques et des risques au quotidien, et pour l'environnement et pour la vie humaine. Merci beaucoup, Maître Toison. C'était passionnant, et puis ça permet de bien mettre en relief des aspects qui sont, donc, comme je parlais aussi un petit peu ce matin, cette sensibilité qu'on a quand on regarde des accidents et quand on regarde des expositions qui mènent à des maladies professionnelles. Il y a un regard qui peut être traité différemment, et puis au quotidien, quand on en est à gérer ces risques et à prévenir ces risques, il faut avoir un peu de recul sur tout ça et ne pas négliger justement ces expositions au quotidien. C'est très juste. Je le pense. Tout à fait. Est-ce que des personnes auraient posé des questions sur la conférence en ligne? A priori, non. Est-ce que dans la salle, vous souhaitez poser une question à Maître Toison? Oui. Donc Sophie Gaillard, moi je suis EDF, donc responsable HSE. Du coup, moi, à vous écouter, j'ai l'impression que justement les expositions sont moins prises en compte, enfin peut-être par la justice ou je sais pas, enfin sont moins reconnues que les accidents. Oui. Les expositions chroniques sont toujours beaucoup plus compliquées à identifier et à caractériser. Alors, c'est à ce point vrai, et c'est un très vieux principe puisque ça remonte à une loi de 1898 qui a été étendue très vite pour les maladies professionnelles. On a créé un principe de présomption d'imputabilité parce que sur la base de système de tableaux dans le système français, parce que l'action et l'origine d'un produit vis-à-vis d'un organisme humain, c'est quelque chose de complexe. Et encore, et nous les juristes, on est très forts pour rendre pour simplifier des problèmes. En matière de produits chimiques, c'est très souvent l'interaction des produits qui peut provoquer des pathologies. Et quand on en manie plusieurs. Alors après, ça dépend du type. C'est en particulier les problématiques dans les laboratoires, où les gens manient un grand nombre de produits. Et si vous prenez une pathologie comme le cancer bronchopulmonaire, même avec le principe de présomption d'imputabilité, il est présent dans une douzaine de tableaux. Mais ce qu'il y a de bien avec une explosion, excusez-moi d'être cynique, c'est que c'est un phénomène que l'on date dans le temps, ça a pété tel jour, telle heure, il y a eu une déflagration sur tant de kilomètres, il y a eu une augmentation, mais comme pour une bombe, il y a eu une augmentation de la pression de temps, de bar,
qui fait que au-dessus de temps, c'est forcément un risque létal, d'entre-temps et temps, etc. C'est facile. Une exposition, alors, après, elle peut être cutanée, elle peut être inhalée, elle peut être tout ce qu'on veut. La première des choses, c'est comment la connaît-on? Alors, je ne sais pas si vous travaillez plus dans le nucléaire chez EDF ou ailleurs. Dans le nucléaire, on a cette chance extraordinaire, et c'est que dès lors qu'on rentre dans ce qu'on appelle une zone contrôlée, et la contamination interne et la contamination externe peuvent être connues. La communication, tout ce qui est interne, c'est par un système de portique à l'entrée et à la sortie des zones et des sites. Et l'irradiation, c'est plus tout ce qui est dosimètre passif, actif, enfin. Et on est dans une situation très particulière où on connaît l'exposition. Quand vous êtes sur une émanation, quand vous êtes à proximité du site de Lubrizol et que ça brûle, pour savoir quel produit vous êtes susceptible d'avoir inhalé, on va vous expliquer qu'il y avait dans les hangars qui ont brûlé des tas de fûts dont on ne sait même pas s'ils étaient bien, d'où l'importance d'avoir une cartographie de l'ensemble des produits chimiques, de leur quantité qui sont sur un site, pour permettre d'essayer d'envisager quelles sont les conséquences. Mais c'est particulièrement difficile à savoir. Et puis, combien de litres vous avez inhalé d'air, et donc, vous êtes sur du tâtonnage. Et là-dessus, la justice elle-même n'a pas d'autre moyen scientifique que soit l'utilisation de la police scientifique, soit éventuellement des experts, mais on se heurte, c'est dramatique à dire, mais c'est une réalité, à la limite financière de la justice française. Les expertises coûtent très cher et sont souvent peu probantes. Et quand je vous disais que le droit pénal n'est pas fait pour ça, il y a un principe qui choque les gens, mais qui est absolument fondamental dans le droit pénal. À chaque fois qu'il y a un doute, il ne peut pas y avoir de condamnation. Et tout le boulot que vous faites, toutes les analyses qui sont faites, on est dans une logique probabiliste. On est dans l'hypothèse la plus probable. On n'est jamais dans la certitude. Or, normalement, il n'y a que la certitude qui doit permettre la condamnation. Merci. Très bien. Une autre question? Non. Bon, ben parfait. Ben merci beaucoup. Eh bien, merci pour votre accueil.